Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, vous avez l'habitude les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Kevin Carrère nous présentera le Zoom de la semaine, sans oublier la question du jour, bien évidemment. Le débat où nous allons parler de la Ligue des Champions dès demain et le PSG mercredi. Enfin, nous recevrons Boris Rotermund, DTN adjoint à la Fédération Française de Baseball. Avec nous ce soir, Kevin Carrère. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Mehdi Guillaumeau. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Lucas Serdic. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Et Maxime Brossard. Bonsoir Maxime. Salut. Bonsoir messieurs. Bon, joyeuse Pâques à nos auditeurs de Sportez-vous bien. On n'arrête jamais. Même en jour férié, on travaille. Voilà, c'est l'Amérique qui. C'est l'Amérique. Je te le fais pas dire. C'est vrai. Alors, vous avez l'air fatigué. Je suis fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas beaucoup dormi. Je me suis couché tard à cause du travail. Je me suis levé tôt à cause de mon fils. Enfin, à cause de mon fils. Il peut rien, le pauvre. Oui, il se réveille quoi. Il se réveille, donc faut s'occuper. Il est même pas autonome à 1 an et demi. Moi, ça me sidère. C'est gamin, alors. Méfie-toi. C'est vrai ? Méfie-toi, j'en suis là. C'est vrai ? De plus en plus. Voilà, il a trouvé tous les œufs dans le jardin. Ah, bravo. Ah, c'est beau. Qui en a trouvé des œufs dans le jardin ? Ah non, moi je les achète maintenant, je les bouffe direct. Ça m'empêche pas de les bouffer. Ah ouais, voilà. C'est lui qui les trouve, mais c'est moi qui les mange. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas bon, trop de sucre pour son âge. Ah oui. Pas bon, le vôtre, que dire alors pour le vôtre ? Ça va. On a fait du rugby tout à l'heure, ça s'est super bien passé. Ah oui, on a fait des touches, on a fait des lancements de jeu, c'était du grand rugby. Hein. Franchement, on va faire on va monter une équipe là, un club carrément. Une asso. Ouais. On a profité de Kevin qui est petit gabarit. Ah oui. Non, mais vous allez jouer aussi. Ah, non, je fais l'arbitre. Première ligne. C'est dommage. Je fais l'arbitre. Toutes les décisions litigieuses. Ça m'embêterait de vous insulter. Et franchement, je le vois là avec son casque, je le vois bien dans un car régie arbitre. Voilà. Ouais. À la vidéo, non, y a rien. En train de jouer à Candy Crush à la place de regarder le match. On vous connaît, lui. Non, Jean Sureda n'a pas aplati. On vous connaît. Tout seul, pas un défenseur. En jeu. En avant. Ça serait beau, ça, ouais. Vous avez bien récupéré du sport de ce matin ? Ouais, c'est surtout à vous là qu'il faut demander, Jean, parce que vous avez fait une grande simulation incroyable. Écoutez, il arrive, il tombe derrière les buts en glissant, il me dit « Ah, j'ai mal aux adducteurs », et on était en train de faire un circuit, il fallait courir. Et là j'ai fait ouais, il est foutu, il est blessé quoi. Donc on arrive avec un autre collègue, on s'approche de lui et il fait j'ai mal aux adducteurs. Il se lève et il me montre son genou. Il fait mais t'es sûr que j'ai fait vas-y c'est bon, c'est encore une escroquerie de Jean Sureda. Il a dû finir le circuit. J'en ai marre, voilà. Ouais. J'ai eu très très mal. Oui. Je vais bien et on va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et avec les coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie ou une déception. Il y a un coup de gueule, c'est vous, Maxime, et il y a 3 coups de cœur. On va commencer par le show, par celui qui nous a fait le plus plaisir ce week-end. C'est avec vous, Lucas Serdic, parce que les Français, voilà, exactement, les Français ont performé sur le Grand Prix de Doha. Ça fait 15 jours que Mehdi nous en parle, mais c'est pas de notre faute, les Français performent. Il y en a qui ont plus de pif que d'autres dans cette émission. Ça veut dire Mehdi là, Marek Keta. Et on passe le bonjour à Timothée qui est à Belfort en ce moment. Il découvre la belle région. On lui passe le bonjour. Mon Dieu. Mais Quartararo et Zarco ont performé sur le Grand Prix de Doha ce week-end. Oui, ils ont performé, ils ont fait mieux que ça. Ils ont fait un doublé français, et c'était pas simplement quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 57 ans comme on a pu lire. Depuis plus que ça, 64 ans. Depuis 1957. En fait, en 1957, c'est la dernière fois que 2 Français étaient sur un podium. Mais ils étaient premier et 3e. Mais en réalité... Ah zut ! C'était le 30 mai 1954. Ah bravo. Pierre Monneret qui a gagné... Pierre Monneret et Jacques Collot. Il a gagné les points là. En même temps, quand même, qu'est-ce que vous attendiez à quoi, Jean Sureda ? Je prépare un petit peu mes émissions. Il n'avait absolument pas confiance en vous, Lucas Serdic. C'est vrai. Entre 2 couches. En sachant que Pierre Monneret a gagné cette année-là le 500 et le 350 dans le même week-end. Donc, celui-là je l'avais pas. Par contre j'avais le fait aussi que c'était un des... n'empêche que, excusez-moi de vous couper, on reviendra là-dessus, c'est que j'ai eu le nez fin parce que j'ai quand même préparé une deuxième question. Je me suis dit c'est Lucas Serdic donc quand même. Donc ça va. Le niveau.
Donc voilà. Donc ils ont bien. Tout ça pour dire que c'est la première fois de l'histoire, tout simplement, de la compétition reine en moto que 2 Français trustent les 2 premières places d'un Grand Prix. Johan Zarco, en plus, prend la tête du championnat puisqu'il a fait 2e aussi à la première course. Quartararo, du coup, gagne son 4e Grand Prix en MotoGP. C'est plus que l'ensemble de tous les autres pilotes français dans l'histoire, puisqu'ils étaient 3 avant, Régis Laconi, Pierre Monneret et... Je me souviens plus du 3e, c'est pas grave. Maxime Brossard. Oh non, ça m'étonnerait. Non, Christian Saron. Et Saron, c'était le dernier, Saron. Christian Saron, ouais. Non, c'est Régis Laconi le dernier. Régis Laconi. Ah ouais, d'accord. Christian Saron en 85 et Régis Laconi en 99. Ok. Peu importe. Tout ça pour dire que c'était bien, c'était chouette. En plus, c'était un Grand Prix incroyable. C'est, si je dis pas de bêtises aussi, j'ai vu cette stat, le top 15 le plus serré de l'histoire de la MotoGP. Donc, c'est-à-dire que les 15 premiers se tenaient dans un mouchoir de poche. D'ailleurs, Fabio Quartararo, je sais plus si c'était à peu près au milieu de la 9, course. 10. Il était 8, 9, 10e, dans un espèce de peloton, certes très serré, mais quand même, il remonte 8 places après un départ franchement loupé, alors qu'il était déjà 5e. Voilà, donc c'était une très belle course. C'est vecteur de belles promesses pour nous cette saison, même si on n'en doutait pas. Ça va peut-être être encore plus intéressant à suivre pour nous Français que les autres saisons. C'était déjà le cas. Et voilà, c'était déjà le cas, mais voilà, on passe encore un step là. Il reste 18 Grands Prix, si ma mémoire est bonne. Vous me voyez venir, je vais vous poser la fameuse question du bon journaliste qui présente une émission. Mehdi, Lucas et les autres, est-ce que Zarco ou Quartararo peut accrocher le titre de champion du monde ? Zarco l'a déclaré hier chez nos confrères d'RMC, je crois que c'est chez eux, c'est compliqué à dire, où il a dit « je m'interdis pas de rêver ». Il a raison, mais est-ce que c'est faisable ? Ah ben il a complètement raison, surtout qu'ils peuvent rêver parce qu'ils ont les machines pour, tout simplement. La Ducati de Zarco, on verra sur la longueur, parce que c'est pas une Ducati d'usine, il est dans la 2e équipe, donc il a la Ducati de l'année d'avant. Donc à voir si elle tient la distance, mais elle a une puissance de feu. On a vu les Ducati sur la ligne droite, on a vu le record de vitesse, on en avait parlé la semaine dernière, mais là dans la ligne droite c'était affolant, il n'y a personne qui arrivait à tenir. Voilà, après dans les virages c'était plus compliqué. Le départ on voit de Martin, le départ il s'est envolé devant tout le monde, c'était impressionnant. Ouais. Et après Quartararo, oui, parce qu'il a maintenant une Yamaha d'usine, donc ça veut dire qu'il bénéficie de toutes les améliorations possibles chez Yamaha. Donc on doit y rêver. Et puis, mais comment dire ça, on le sentait, on voulait pas vraiment y croire, mais c'est en train de se réaliser tout ça, et les Français 1-2, et on va avoir franchement une saison extraordinaire, d'autant plus qu'il l'a dit. La moto GP, ça devient un petit peu comme le Moto 3, c'est-à-dire que toutes les motos sont les unes derrière les autres, tout le monde se redouble, et c'est hyper indécis, et je suis désolé de dire ça, mais c'est 10 fois plus intéressant sportivement que la Formule 1, par exemple. Voilà, la Formule 1 c'est le prestige, mais sportivement, il y a des dépassements dans tous les sens, c'est plus court, c'est plus intense, honnêtement. C'est du coup plus illisible aussi, mais oui, bien sûr. Ça rend sympa le truc. Plus de constructeurs peuvent gagner. Il y a même la Aprilia qui était pas loin. Alors normalement ils sont largués maintenant. C'est impressionnant. C'est plus homogène et ça sourit pour l'instant aux Français. On espère que. On va avoir une belle année. Voilà, j'espère que Zarco va en gagner une aussi. Zarco, parce que là c'est des podiums. Zarco 50e podium en carrière, toutes catégories confondues. Moto 125, Moto 2 200. Et Moto GP, c'est son 9e quand même. Donc voilà, à 30 ans il a de l'expérience aussi. Quartararo lui c'est évidemment le 21 ans, c'est le pilote qui monte. Et 2 styles différents. Parce que Quartararo ça peut être pendant au milieu de la course. Zarco c'est hyper régulier, c'est 2e, 3e du début à la fin. Le coup de gueule pour vous, Maxime Brossard, on va parler de la boxe parce qu'il y a les vieux qui font une Zlatan Ibrahimovic de retour quoi. Et ça vous plaît pas. Les papis font de la résistance un peu, ouais. Et ça vous plaît pas, c'est ça ? Mais ça me plaît pas parce que là récemment, donc la dernière nouvelle qu'on a eue, c'est que Oscar de la Hoya, voilà, je vous présente pas Oscar de la Hoya, vous devez savoir qui c'est. Le mythique donc champion des poids welter notamment, puisqu'il a été champion du monde dans 6 catégories différentes, 39 victoires, 30 par KO, 6 défaites, 3 nuls, voilà, a décidé de remettre les gants. C'est un combat qui devrait se faire le 3 juillet prochain. On n'a pas forcément de détails, mais alors ça va être contre un combattant notamment de l'UFC, donc un combattant de MMA, et ça devrait se dérouler à Dallas au Texas. Voilà, bon, à passer ça en fait, je trouve que c'est décevant, tous ces vieux champions qui reviennent, un peu à l'image de ce qu'avait fait Mike Tyson, qui est revenu, qui avait affronté Roy Jones Jr. 15 ans après son dernier combat. D'ailleurs, Mike Tyson qui va affronter notamment, il va faire une trilogie contre Evander Holyfield. Evander Holyfield, c'est celui à qui il avait arraché l'oreille. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Arraché l'oreille ? Ouais, il avait mordu, il avait arraché l'oreille. Ah oui, c'est mythique ça. Ouais. Et donc il avait arraché l'oreille et ce sera le combat revanche normalement entre les deux hommes.
Et en fait, c'est vraiment une déception, notamment pour la boxe, parce que j'ai envie de me dire, mais alors ils arrivent vraiment pas à trouver des têtes d'affiche. Ils sont obligés d'aller chercher des vieux pour redonner du goût, de l'engouement à ce sport. Alors qu'il y a des super champions. On a Fury, on a Wilder, on a Joshua, on a une catégorie poids lourd qui marche vraiment bien. On a un Canelo qui est exceptionnel. Voilà, donc il y a plein de super boxeurs, mais ce que je comprends pas, c'est que les promoteurs ne cherchent pas forcément à les mettre en avant, ne cherchent pas forcément à les opposer, et ça continue. Alors, je reprends un autre exemple, Floyd Mayweather, il avait combattu contre Conor McGregor en 2017, on s'était dit bon allez c'est bon, c'est terminé, et là il va faire encore mieux puisqu'il va se battre contre un YouTuber, Logan Paul, dans les mois à venir. Enfin c'est n'importe quoi, il a 50 ans, ça n'a aucun intérêt sportif. Après c'est vrai que au niveau de l'appât du gain, c'est là où c'est intéressant. Il faut savoir que lors du combat qu'a fait Mike Tyson, les pay-per-view ont fait 80 millions de dollars et Mike Tyson en a touché 67. Donc là, il est tranquille. D'ailleurs, je me demande même pourquoi il va encore combattre, puisque là, 67 millions de dollars, il a 54 ans. Normalement, il peut tenir jusqu'à la fin de sa vie, je pense. Et je voudrais juste, par contre, saluer un vieux, on va dire, entre guillemets, mais qui tient la route encore et qui ne prend pas des défis à la légère. C'est Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, 41 ans, qui lui par contre va boxer pour la ceinture contre Terence Crawford, qui est un des meilleurs poids welter de la catégorie, sinon le meilleur poids welter de la catégorie. Donc c'est un vrai défi, un vrai combat pour le Philippin. Et eux, ils vont s'affronter dans les mois à venir. Voilà, c'est le seul qui, pour moi, est le seul coup de rétro, on va dire, qui peut être intéressant pour les amateurs de boxe. Pour il a pas réussi à être président, lui, aux Philippines encore. Il est sénateur. Sénateur. Voilà. Ouais. Non, le président des Philippines, c'est le terrible Rodrigo Duterte. Mais là. Voilà, ça n'a rien à voir. Ouais. Personne veut tenter de la boxe parce qu'il y a des anciens qui reviennent. Vous avez l'âge d'être dans les anciens, non, bon, ça va, il a 32, il est en pleine forme. Il est en pleine forme de l'âge. Ah ouais, c'est ça, c'est la force de l'âge. Klitschko, il est champion poids lourd à 40 ans. 40 ans. Non, pas une carrière, ça jusqu'à à part les retours, la 50. En fait, les lourds, ça dépend. Les lourds, ça a plus. 45. Ah ouais. 45 ans en lourd. Et on va dire même le point culminant de certains lourds, c'est 40 ans, puisque ça se base beaucoup sur la force, moins sur l'explosivité. En fait, je peux commencer ma carrière demain. Et puis il y a l'expérience et tout ça. C'est ça, ouais. Moi, voilà. Pour rebondir sur ce que disait Maxime, je comprends un peu plus un retour de Mike Tyson parce que c'est une figure, parce que c'est quelqu'un qui fait des films aussi, enfin voilà, ouais. c'est vraiment pour le show, il ne s'en cache pas, quoi, voilà, un gars comme Oscar de la Hoya, effectivement je comprends un peu moins parce que ce qui est gênant, c'est juste qu'on en parle plus que les vrais quelque part, je vais dire entre guillemets, les vrais combattants, parce qu'il n'y a pas de un peu la relève, voilà. On parlait de Floyd Mayweather tout à l'heure, franchement, à part les vrais amateurs de boxe qui s'amusent devant un combat de Floyd Mayweather, c'est un mec qui est là dans l'esquive, qui est pas. Nous, on veut voir des KO quand on voit de la boxe, et ça, on l'a pu. On l'a pu depuis Tyson. Le système veut peut-être ça aussi. On espère que le système évoluera dans le bon sens. Il faut pour la boxe parce que personne n'y comprend toujours rien. Pour le grand public, c'est compliqué. Pour les amateurs de boxe, vous avez passé un bon week-end aussi, Mehdi, en plus du déménagement. Vous avez eu le temps de regarder le Tour des Flandres. Une fois tous les cartons défaits, on a pu regarder le replay du Tour des Flandres. Et ça vous a plu? Ouais, exactement. D'ailleurs, j'ai fait en sorte de mettre votre conversation où vous racontiez toute la course en sourdine pour pouvoir me l'avoir tranquille. On l'a pas tant. Ça va à la fin surtout. Mais ça suffisait à tout spoiler. Mais voilà. Qui ça? À nous? Oui, sur la conversation Sportez-vous bien, tout simplement. Tant que j'atterrisse, moi. Donc, on va parler du deuxième monument de l'année, le Tour des Flandres, gagné par un outsider, Casper Asgreen. Il s'est imposé devant Mathieu Van Der Poel au sprint, qui était le grand favori et le vainqueur sortant. Le scénario, franchement, c'était une assez belle édition. C'est parti un petit peu dans tous les sens dès la mi-course avec les monts pavés. L'attaque décisive, ça a été porté à 17 km de l'arrivée. Ils étaient avec Van Aert aussi, qui était l'autre grand favori avec Van Der Poel. Ils sont partis tous les deux. Enfin, Van Der Poel, c'est compliqué. Van Aert, Van Der Poel, etc. Van Der Poel est parti, a placé une énorme attaque qui a fait craquer Van Aert. Asgreen a légèrement craqué, mais pas complètement, et réussit à revenir juste en haut de la bosse et en suivant, en redescendant. Sur le faux plat, Exactement. Et après, il s'est foutu dans les roues, il s'est laissé tracter. À signaler côté français, on avait quand même pas mal d'espoir avec Alaphilippe. Il a bossé,
on va dire, pour le gros collectif de Koenig Quick-Step. C'est notamment lui qui a fait exploser la course à 65 km de l'arrivée dans les monts. Il l'a payé en fin de course, il finit assez loin. Et voilà, donc ça récompense quand même. Mais c'est son coéquipier Et c'est son coéquipier, Kasper Asgreen, c'est pour ça. C'est Kasper Asgreen qui le fait craquer. Exactement. Il y avait un gros groupe de 6 et Asgreen part et Alaphilippe n'y va pas et les deux autres y vont. Par contre, là, on s'est dit, le trio, là, il va au bout. C'est une semi-surprise parce que c'est pas un grand nom que le grand public connaît, mais c'est un mec qui avait gagné quand même il y a une semaine le Grand Prix E3, qui est une course qui ressemble au Tour des Flandres. Donc c'est hyper solide, quoi. Énorme rouleur. C'est ça, en fait, De Koenig a plusieurs possibilités, plusieurs coureurs d'à peu près le même niveau, avec Alaphilippe, Sénéchal, Lampart. Voilà, il y a 4 coureurs, en gros, qui sont presque tous leaders. Et là, cette fois, c'est Asgreen qui, sur les 2 dernières courses, qui était le plus en forme. Donc c'est pour l'homme du moment. Et juste à signaler côté français, moi, celui qui me surprend de plus en plus, qui a passé un cap, qui va sûrement faire des podiums sur des courses comme ça et qui va, j'espère, un jour en claquer une, c'est Anthony, son prénom de Turgis, voilà, qui a notamment fait un effort extraordinaire pour revenir sur ces coureurs-là, tout seul dans le vent. Il est revenu sur Van Der Poel, Van Aert, Asgreen. Et pas n'importe où, hein. Sur un secteur pavé. Exactement. À la force. Et honnêtement, il a vraiment franchi un cap. Et on espère que sur Paris-Roubaix, qui aura lieu pas la semaine d'après le Tour des Flandres, mais en octobre, puisqu'il a été reporté, qui nous fera tout simplement rêver lui aussi. World Tour, parce que là, avec ce qu'il montre, il fera un super coéquipier dans n'importe quelle équipe World Tour. Est-ce que vous avez pas un coup de gueule, Mehdi, pour le coureur qui a été éliminé parce qu'il a jeté son bidon hors des... Non, mais alors il a donné. C'est débile, ça, non ? Il a donné, on va dire, il a donné quand même, quasiment, il a donné aux supporters sur le bord de la route. Oui, c'est sûr que quand on aime le vélo, et moi aussi, c'est pour ça que j'aime le vélo, c'est parce qu'un jour, Thomas Vauclair m'a lancé un bidon sur la route. C'était à l'époque de l'équipe Bonjour. Et c'était sur le Tour de France d'ailleurs 2004, là où il finit, où il avait c'est les 10 jours en jaune. Donc oui, c'est le genre de choses qui peut nous faire rêver. Disons que le règlement est hyper strict. Peut-être qu'ils le changeront à long terme. C'est-à-dire que dès qu'on jette un bidon hors de certaines zones qui sont autorisées, on risque l'exclusion. Ça dépend des courses. Là, c'est le début en plus, puisque c'est en vigueur depuis le 1er avril. Et ils n'ont pas fait de détails, tout simplement, pour montrer l'exemple. C'est terrible. Honnêtement, le coup de l'amende, c'était bien, ça suffisait. Oui, voilà. Après, c'est une question de sécurité, effectivement. Un petit carton jaune, la prochaine. Et là, l'exclusion, en plus, Michael Scher, il aurait pu servir à Grete Van Avermaet, qui finit 3ème d'ailleurs. C'est un solide coureur sur ce genre de choses et ça pénalise complètement l'équipe, quoi. Question bête, c'est à cause du Covid ou pas du tout ? Non, c'est pour la sécurité des... Il y a pollution non, ce qui a été beaucoup mis en avant par Lucie, c'est surtout la sécurité, parce que quand on lance un bidon, souvent les gens se précipitent dessus et il y a déjà eu des soucis avec ça et il y a des véhicules qui passent vite, il suffit qu'ils roulent un peu sur la route, on s'approche des véhicules, il y a les motos, les voitures qui arrivent, et revenir aussi sur la route, et il y a ça aussi, il y a des vélos qui peuvent se prendre, il y a eu un paquet de chutes de vélos comme ça. Et bien sûr qu'il y a l'impact écologique aussi. Il n'y avait pas un truc aussi, parce que j'ai suivi la course, c'était super intéressant, rapidement, mais c'est par rapport à la façon de tenir les guidons aussi. Oui. Ça, c'est incroyable. La position qu'on appelle Maurice. Oui, alors il y a deux choses. Il y a la Maurich, quelque part, pour la sécurité, que je comprends, c'est-à-dire c'est pédaler en étant sur le cadre, en descente, et ça peut paraître dangereux. C'est vrai qu'on n'a jamais eu de chute, mais bon. Par contre, il y a quelque chose qui est complètement, moi je trouve, je vais le dire, débile. C'est-à-dire que maintenant on ne peut plus poser ses avant-bras sur les cintres. On ne peut plus le faire. Ce que faisait notamment Offredo sur les échappées, maintenant ça aussi c'est interdit. Pourquoi ? Il n'y a pas de vraie explication, et tous les rouleurs le faisaient aussi, et il n'y a pas de vraie explication. Même en contre-la-montre ? Ouais. En contre-la-montre, non, parce qu'ils ont les trucs fait exprès pour les mettre les bras. Mais voilà, je sais que notamment Johan Offredo le faisait souvent, on l'a vu. Mais non, mais il n'y a pas que lui. Tony Martin il faisait que ça, dès qu'il y avait un gros rouleur, quoi. Le cyclisme. Moi j'insiste sur les Français, excellente course des Français. Oui, et on les a vus tout le long. Sénéchal, Turgis, Alaphilippe, ils étaient beaucoup et ils étaient très bons. On est sur une super génération de cyclistes français. Oui, et pour ce genre de course-là, oui. Et on les avait pas vus comme ça. C'est vrai. Et on voit qu'il n'y a pas que dans le foot où les décisions des décisionnaires sont débiles. Quelque chose qui nous a fait plaisir aussi ce week-end, en plus du Grand Prix, en plus du Tour des Flandres, le Stade Toulousain. On va parler un petit peu des clubs. Alors le Phoenix s'est incliné, le TFC s'est imposé et est encore en course bien sûr pour la Ligue 1. On va en parler dans le Zoom de la semaine tout à l'heure. Mais le Stade Toulousain a performé. Le Stade Toulousain est en quart de finale de la Coupe d'Europe. Et oui, le Stade Toulousain s'est imposé donc dans cette forteresse imprenable, comme on disait au début, à Thomond Park, 40-33. Donc déjà une grosse performance, mais surtout avec tous les absents, notamment dans les postes de 3 quarts. Heureusement qu'il y avait Pitaaki, parce que sinon on l'a vu, Zakon, ça a été la cible de De Allende en début de match, vu qu'il a marqué les 2 essais, notamment avec un raffut, après avec un crochet intérieur.
Et c'est parti d'une première mi-temps très moyenne avec peu de jeux, 10 minutes à 15 contre 14 où il ne s'est rien passé, manger dans les rucks, le Stade Toulousain a déjoué complet, c'était même le Munster qui produisait le plus de jeux. Par contre, la deuxième mi-temps était excellente avec du jeu, notamment le premier essai avec au moins 10 phases avant ce petit coup de pied d'Ntamak pour Lebel. Une belle combinaison en touche avec Marchand qui marque, avec la magnifique réception de Placine à une main. Et donc voilà, et après, le magnifique essai de Dupont avec le cadrage et débordement de Lebel, d'école. Enfin là, c'est... Et après, juste à retenir, l'excellent apport du banc de Flamand, de Placine, qui ont fait une très belle entrée, et le jeune Delib, qui a apporté notamment pour le dernier essai. Donc, une grosse performance collective, et il fallait ça pour l'emporter. Et le Stade Toulousain qui jouera son quart de finale dès dimanche, c'est le 11 avril, le 11 avril à 16h. Alors sur Beansport, et coup de bol, c'est aussi chez nos confrères de France 2. Ah, c'est bien. France 2 à 16h contre Clermont, je pense qu'ils vont mettre les deux quarts français sur France Télévisions en général. Non, ils mettent alors Bordeaux Racing, l'autre duel c'est le dimanche pareil à 13h30, mais c'est que sur Beansport. La Rochelle alors. Exeter contre Leinster. Exeter. Je fais exprès quand même. J'ai tellement peur. Exeter. On est excédé par... C'est à 18h30 et La Rochelle contre Sale, c'est bien à... Sale. Je sais, je fais exprès. C'est pour voir la réaction de Lucas. Ça marche tout le temps. Sale qui jouera contre La Rochelle, ça c'est sur France 2, ce sera samedi à 16h. On va la faire court, si vous voulez regarder le rugby en clair, la Coupe d'Europe, il y a sur France 2 La Rochelle Sale, c'est le samedi 10 avril à 16h. C'est beau, ça. Et Clermont-Toulouse en quart de finale le dimanche 11 avril à 16h sur France Télévisions. Nous sommes prêts, on va pouvoir passer au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine est retour sur les paris de la semaine dernière. Justement, on vient d'en parler et c'est pour ça que je vous ai fait passer tout de suite en dernier Kevin Carrière. On avait parlé de Munster Stade Toulousain. Munster Stade Toulousain, Coraline. Victoire du Stade 28-24. Sim. Victoire du Stade 15-21. Je vais donner un 23-18 pour le Stade Toulousain. Mehdi. 26-19. Vincent. 23-30. Romain. 16-20. Kevin. 10-19. Et Marek pour terminer. 28-32. Le score final, donc on vient de le dire, 40-33 pour le Stade Toulousain, c'est un plus 7. Alors il y a Mehdi qui a 7, mais il avait trouvé moins 7 lui, 7. Donc c'est pas bon, mais c'est bien Vincent qui gagne avec 30-23. J'y ai cru. Ouais, c'est vrai. Pas long, juste la première mi-temps, vous. Non, même jusqu'à la 55e, je pense que le Munster était au-dessus, c'est l'essai de Marchand qui change tout. Il y avait égalité. Hein. Ouais, c'est vrai. Même dans le jeu, je trouvais le Munster mieux, mais bon. Le Zoom de la semaine avec vous, Kevin Carrière. Saumur Toulouse FC, ce mercredi à 18h45 pour les 8e de finale de la Coupe de France, match sur Eurosport 2. Ouais, exactement. Le TFC qui affronte le petit poussé de la compétition, Saumur, club de National 3 en 8e de finale. Saumur qui a pour le moment affronté que des clubs de son niveau, de National 3 ou même de niveau inférieur. Ils ont gagné contre Fontenay Club, Sablé et Guichen, que des clubs de National 3. Et enfin, la dernière victoire au pénalty dans un match fou face à l'US Montagnard. Dernière équipe de régional encore présente à ce stade des 16e de finale. Saumur qui menait 3-1 grâce notamment à 2 pénaltys de Bout avant de se faire égaliser 3-3 à la 91e. Un scénario fou qui se poursuit dans les séances de tir au but puisque le gardien de la Montagnarde arrête les 2 premiers pénaltys de Saumur, donc 2 pénaltys de l'avance pour la Montagnarde, qui rate ensuite un pénalty, du coup, et côté Saumur par contre tout le monde marque ensuite, donc il y a le pénalty de la victoire pour la Montagnarde et c'est le gardien qui s'élance mais qui rate le pénalty, on passe à la mort subite et c'est Saumur qui se qualifie pour les 8e de finale. Il nous a fait de Landreau, pardon excusez-moi Kevin, je vous coupe. Et donc voilà, qui affronteront le TFC qui n'ont fait que 3 matchs de Coupe de France, une victoire face à Niort 1-0, 2-0 face à Bordeaux et une nouvelle victoire 2-0 face à Aubagne, club de National 2. Donc le TFC qui a beaucoup fait tourner dans cette compétition avec notamment beaucoup de pitchouns alignés avec quelques cadres à chaque fois dans chaque match. Et ce week-end, par contre, Patrice Garande a testé une nouvelle animation offensive avec Adli attaquant droit, Antis attaquant gauche, lui qui joue d'habitude en Coupe de France et avec Ilé en pointe. Garante a aussi modifié son triangle du milieu qui jouait quasiment tous les matchs en mettant sur le banc Vandenboomen et Spearings et en titularisant Manu Koné qui, comme Antis, était plutôt titulaire en Coupe de France. Donc à savoir quelle composition sera alignée mercredi, sachant qu'il y a en plus 3 cas de Covid-19. On l'a appris il y a juste avant l'émission, un quart d'heure avant l'émission, ou 3 cas de Covid du côté du TFC. Bien évidemment, c'est la communication du TFC, on n'a pas les noms. Parce que oui, non, mais c'est pas que spécifique au TFC. Tout le monde donne les noms. Mais non, Jean Sureda, enfin. On dirait que vous parlez d'un arbitre là. Il n'y a aucune objectivité, calmez-vous. Mais non, on les donne pas le TFC est en lice encore pour la Coupe de France et en lice encore pour la montée en Ligue 1. Ils peuvent faire les deux d'un coup. Bien sûr, puisqu'ils font jouer l'équipe 2 en Coupe de France, donc c'est pas l'équipe 1 qui souffre tout le reste du temps en championnat. Donc oui, pour moi c'est vraiment deux compétitions très indépendantes.
voilà, du fait que le TFC tourne. Là, je pense que contre Saumur, après, ça dépendra bien évidemment de qui a le Covid. C'est ça. Des cas de Covid, s'il y a d'autres cas dans la semaine, etc. Mais je pense que ceux qui jouaient pas tout simplement contre Nancy ou qui sont rentrés en jeu contre Nancy, eh ben, ils feront, il y en aura 9 ou 10 qui sortiront des remplaçants. Et puis voilà, il y aura peut-être un ou deux titulaires du match de Nancy, mais c'est tout. Et puis, on joue Saumur, on peut vite rêver d'écart et ça sera déjà un très beau parcours pour Toulouse et la belle année continue. On va passer tout de suite au pronostic. Saumur, Toulouse FC, Maxime. 1-3 pour Toulouse. Lucas. La même. Hop, Mehdi. 2-1. Pour Saumur. Oui. Coraline. 2-0 pour Toulouse. Hop, Romain. 3-0 pour Toulouse. Moi, je donne un partout et Saumur au tir au but. Ah. Kevin. 0-2. 0-2. Marek, qui n'est pas là, donne 2-1 pour Toulouse. Et Vincent, qui n'est pas là, donne 4-0 pour le TFC. Ah oui, forcément. On va pouvoir passer à la question du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour. Une question et 4 minutes pour y répondre. Que s'est-il passé hier pour la première fois depuis le 30 mai 1954 ? Bah oui, bon, on a déjà répondu à ça, bon. Donc je vais vous donner la deuxième question, qui est Pedro Acosta. C'est facile. C'est celui qui a remporté le Moto 3 à 16 ans et qui est parti des stands. Voilà, très bien. Bah ouais, mais j'avais envie de parler de moto. Mais on en a parlé sur la conversation, enfin. Ah ouais, c'est... Oh. Ah oui, vous l'avez dit, c'est vous qui l'avez envoyé. J'avais même pas vu, moi j'ai vu la course. En plus, c'est de pire en pire. C'est Jean qui l'a posté, il nous a donné la réponse. Écoutez, les 19h26, c'est la fin de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Mais Jean Sureda avait tout misé là-dessus pour la fin, donc voilà. Non, c'est vrai, je l'avais mis. Oui, en plus, je crois que t'as mis une photo avec. La publication du gamin. Si, du gamin, je crois. La publication de je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu passer, mais j'ai vu la course d'ailleurs, la Moto 3, pour montrer à un novice, c'est parfait. Il a adoré, il a un suspense de fou. Je sais pas s'il est converti à la moto, mais il va pouvoir regarder la moto. Et non, juste ce jeune, il a quand même 16 ans, il a fait deuxième le week-end d'avant. Et là, en partant des stands 10 secondes après les autres, pas après une pénalité, il gagne la course. Et voilà, cette catégorie Moto 3, elle est là pour révéler des talents. Et je crois que là, peut-être qu'on en a un nouveau et encore un espagnol. Les Espagnols, ils nous en sortent. C'est un sport national là-bas un peu. Je l'ai mis hier à 18h07. Sport mécanique, moto, là, ça, ils adorent ça. Oui. Hier à 18h07 et mais attends, je te trouve une question vite fait là parce que tu me fais de la peine. Bon bah voilà, c'était une bonne question du jour et nous on se retrouve dans moins de 3 minutes avec notre invité. À tout de suite. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est DTN adjoint à la Fédération française de baseball. Boris Rotermund est directeur de la performance et manager des équipes de France de jeunes. Il est encadrant des équipes de France seniors et nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Boris, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Sportez-vous bien pour la deuxième fois. La première fois, c'était la première année. Et pour tout dire aux auditeurs, vous étiez dans les studios, pour ceux qui s'en souviennent, et vous m'aviez donné une balle de baseball comme cadeau de bienvenue, j'ai envie de dire. Et je l'ai toujours. Voilà, c'était la petite anecdote. Elle est toujours chez moi et je m'en sers souvent. Bon, j'ai cassé 2-3 vitres, forcément, mais voilà, c'était la petite anecdote. Vous êtes donc DTN adjoint à la Fédération française de baseball, directeur de la performance et des équipes de France. En gros, pouvez-vous nous expliquer votre rôle au sein de la fédération ? Je m'occupe de tout ce qui est haut niveau. On a une filière de haut niveau qui est ce qu'on appelle un plan de performance fédérale et qu'on a créé et qu'on met en œuvre. Et donc, j'ai la mission avec mon DTN de mettre en œuvre ce plan de formation fédérale qui nous permet, à travers des pôles espoirs et des pôles France, comme dans les autres sports d'ailleurs, on a des filières de haut niveau avec des pôles espoirs, pôles France et des structures associées, qui nous permettent de faire le parcours de l'athlète, c'est-à-dire de l'âge de 13 jusqu'à 18-19 ans en France. Il y a le recrutement aussi pour les accueillir dans les clubs et aussi dans les pôles, comme vous venez de le dire. Comment se passe le recrutement des jeunes aujourd'hui ? Alors c'est un petit peu, ça vient des clubs, donc les clubs, on a des interligues, on a les championnats de France qui nous permettent de détecter les meilleurs potentiels. Et puis après, ils rentrent dans les structures de haut niveau, ils sont accueillis, ils sont testés, évalués. Et d'année en année, on les voit progresser. Moi, je vise surtout les pôles France, c'est-à-dire que une fois qu'ils sont rentrés dans le pôle espoir, ils sont à peu près une soixantaine, un bassin de 60 joueurs. Et on prend les 20 meilleurs entre 15 et 19 ans. Et on les forme jusqu'au lycée, jusqu'au bac, pour qu'ensuite on ait un projet post-bac, soit dans le milieu pro, soit au milieu universitaire, un peu comme d'autres sports
Donc milieu universitaire aux États-Unis, bien sûr. Ça peut être aussi au Japon. Parce que le baseball est très, très coté au Japon aussi. Et on en parlera tout à l'heure avec les Jeux Olympiques à Tokyo en 2021 cet été. Quels sont les critères justement pour recruter? Parce que vous avez dit qu'il y a le sportif, forcément. On s'attache beaucoup aussi c'est mal dit ce que je veux dire, mais à l'intellectuel du joueur, au potentiel derrière. Ouais, on n'est pas trop sur le morphotype, on n'est pas trop sur la connaissance du jeu, on est surtout sur de la technique, puisque c'est un sport avec beaucoup de coordination visiomotrice. Et on est vraiment sur, pas forcément un gabarit, mais de l'agilité, la vitesse de l'exécution, de la vitesse d'exécution et de la puissance de frappe, bien entendu. Donc on est sur quelques critères de cet ordre-là. Après, à travers les structures, on leur apprend l'activité, on leur apprend les automatismes, et on peut aussi travailler sur le poste, parce qu'il y a plusieurs postes au baseball. Et en fonction des postes, il peut y avoir des morphotypes. Mais au préalable, il n'y a pas forcément un morphotype de base, mais par contre, il y a forcément de l'agilité et de la coordination visiomotrice. On travaille beaucoup là-dessus. Ouais. Question d'un chroniqueur, Maxime Brossard. Oui, alors moi, Boris, j'avais une question justement par rapport à ces morphotypes-là. C'est vrai que quand on regarde la référence, la Major League, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont quand même très forts physiquement. Pour ne pas dire, on a l'impression qu'ils n'ont quasiment pas de préparation physique. Je pense par exemple, je sais pas, à Guerrero, par exemple, qui joue à Toronto, ou j'avais vu récemment un joueur qui s'appelait Mercedes qui joue à, je crois, White Sox. Ils sont qui étaient assez corpulents, et ça vraiment, ça pose pas problème en fait au niveau de la préparation physique. Au niveau, on se base vraiment uniquement sur leur capacité à frapper, leur vision. C'est vraiment ça en fait. Il y a beaucoup de capacités physiques quand même, de la puissance. On délivre énormément de puissance, donc on peut être très rapide. Il y a des joueurs comme Altuve par exemple, qui doit mesurer 1m60. Il est tout petit en deuxième base, mais il est extrêmement puissant et rapide. Et après, il y a des premières bases où il y a des positions très spécifiques, où il y a des corpulences beaucoup plus impressionnantes, des gros gabarits, très lourds, mais qui sont pas forcément de la vitesse, mais qui ont énormément de puissance de frappe. Et donc, il y a vraiment de tout dans une équipe. Et en fonction de l'alignement dans lequel on se trouve au bâton, vous savez, il y a plusieurs alignements. Et en fonction de ça, on se trouve plus ou moins de 1 à 9. Et le premier, par exemple, c'est souvent un jeune qui est très très rapide, un athlète qui est très très rapide. Par contre, le quatrième frappeur, vous imaginez bien que le quatrième frappeur, c'est celui qui est le plus puissant. Le quatrième ou le cinquième frappeur sont les plus puissants. Donc forcément des gabarits très impressionnants. Et au niveau justement du morphotype des joueurs, est-ce qu'on peut dire que les physiques sont en train d'évoluer? Je pense à un joueur par exemple comme Tatis, par exemple, qui joue à San Diego, qui est quand même justement un profil ultra athlétique, c'est quasiment un sprinter. Est-ce qu'il va y avoir plus en plus de profils comme ça, ou est-ce que finalement le baseball va rester dans cet aspect un peu stratégique, comme vous avez dit, où on mettra les plus rapides en premier et les plus gros frappeurs ensuite? Non, ça devient vraiment ça, oui. C'est la jeune génération qui arrive, où il n'y a que des athlètes. Par exemple, Tatis Junior, son papa était aussi en Major League. Il est incroyable. Et gère justement des académies en République dominicaine. Et lui-même était un gabarit quand même impressionnant. Et Tatis Junior, son fils, donc, qui joue maintenant, qui a 22-23 ans, a lui vraiment un gabarit très athlétique. Il est très fin, très long, pas très grand, mais très fin mais très puissant. Et on a de plus en plus de gabarits de ce type-là à détecter. Alors on n'est pas forcément sur des 2 mètres 2m05 comme Johan Antonac, le lanceur français, qui a signé pro l'année dernière. C'est un 2m05, vous imaginez, il pourrait jouer au basket, il pourrait jouer au volley. Et quand il était au Pôle France, tout le monde le regardait, mais en disant tu fais du basket, tu fais du volley. Il fait non, je suis lanceur en équipe de France et je suis lanceur professionnel maintenant pour les Phillies. Et donc c'est des exceptions. Il y a quelques exceptions comme ça. Mais c'est vrai, en lanceur, puis il y a des grandes envergures de bras et de fouetter de bras, plus c'est intéressant, quoi. Les petits gabarits en lanceur, c'est quand même un petit peu compliqué. On a un peu parlé du basket, et comme pour le basket et le hockey, le rêve pour beaucoup de joueurs dans le baseball, j'imagine, c'est d'aller jouer aux États-Unis. Il y a beaucoup de Français qui sont dans le championnat américain. Alors nous, on n'est pas comme au basket où ils vont en première division NCAA. Nous, on est plutôt à viser des juniors collèges, donc c'est les 2 premières années d'université où il y a plus de temps de jeu pour eux. Et après, il y a des juniors collèges de première, deuxième et troisième division. Et on a depuis 10 ans maintenant, on a une vingtaine de jeunes qui sont passés dans les structures de juniors collèges première division. Donc ils arrivent maintenant en universitaire deuxième division, à NCAA deuxième division. Donc on commence à rattraper un peu le retard qu'on a avec le basket, mais on sort pas directement par exemple de l'INSEP comme au basket où ils vont
en NBA ou dans les NCAA première division. Nous, on est en junior collège première division. On arrive à en placer quelques-uns et on arrive à placer quelques joueurs pro aussi, comme Johan Antonak justement dans le milieu pro. On a eu Andy Paz et maintenant Johan Antonak. On a eu Frédéric Envie. On en a eu 6 en tout sur le pôle France qui sont passés dans le milieu pro. Vous avez parlé du Japon tout à l'heure. Est-ce que l'idée aussi, c'est peut-être pas d'aller un peu plus au Japon ? Alors on a essayé, on a par exemple un franco-japonais justement au Pôle France aujourd'hui et il essaye d'aller au Japon. C'est pas évident la culture japonaise, c'est pas aussi ouvert qu'on peut imaginer, surtout dans le baseball, c'est assez fermé, c'est un milieu très fermé, le milieu universitaire et le milieu pro, et on a beaucoup de mal à y rentrer. Donc il faut déjà apprendre le japonais, ce qui n'est pas forcément une langue très facile. Et eux, par contre, parlent pas très bien l'anglais, et donc n'accueillent pas forcément facilement un étranger soit dans le milieu universitaire, soit dans le milieu pro, quoi. Je continue à comparer, même si je supporte pas comparer les sports, mais on avait reçu du hockey sur glace ici, où il nous avait dit que les règles étaient différentes, les tailles des terrains étaient différentes. Pareil pour le basket, où on sait tous que la NBA n'a pas les mêmes règles que l'Euroleague et que la Jeep Elite en France et en Europe. Il y a une grosse différence entre le jeu du baseball en France et celui aux États-Unis, et même les États-Unis, Japon, il y a une différence aussi dans ces trois pays. Non. Et en fait, on se cale. On se calque nous sur la Major League et on a toujours le règlement un an après, voilà, qui sont validés au niveau de la Major League. Donc on a les mêmes règles, hein. Donc ça c'est plutôt intéressant. On a les mêmes distances de balles, les mêmes poids de balles, les mêmes battes, donc toutes les mêmes règles sont uniques. Et les milieux pro s'organisent aussi pour qu'ils aient les mêmes règles. Et on joue au niveau international de la même manière. Voilà. Il n'y a pas de différence maintenant il y a quelques toutes petites différences, mais vraiment l'essence du jeu est le même. Les distances sont les mêmes, les balles, les outils sont les mêmes. Tout est pareil. Voilà. Donc c'est vraiment simple de pouvoir évoluer à ce niveau-là, au niveau international. Maxime Brossard. Oui, toujours par rapport au niveau international, le pont qui mène au Japon est compliqué à prendre apparemment. Oui. Mais par exemple, je pense à la Corée ou à Taïwan qui ont des super championnats aussi. Est-ce que là, il n'y a peut-être pas plus de possibilités pour les joueurs de s'exporter ? On a essayé. La Corée du Sud, c'est pas forcément évident. Ils ont leur championnat pro à eux. On a essayé plutôt en Australie. Il y a quelques Européens et Français qui sont partis dans les championnats australiens, qui ont fait quelques saisons là-bas parce qu'elle est décalée par rapport à la nôtre, donc ils peuvent continuer un temps sur la fin de saison. Nous c'est de mars à septembre et eux, à partir de septembre, ils commencent en saison. Donc c'est parfait pour faire le tremplin. Et il y a de plus en plus de joueurs qui vont plutôt en Australie. Mais là, avec le Covid, depuis 2 ans, on est un petit peu bloqué. Mais voilà, c'est une bonne question parce que Taïwan, on y est allé pour les championnats du monde en 2001 et on avait vu qu'il y avait un système pro qui commençait, il y avait 4 équipes mais bon voilà, c'est une petite île, hein, c'est difficile d'y aller à Taïwan, hein, c'est pas forcément évident de faire un réseau là-bas. Pour l'instant, on l'a pas encore. On est à Toulouse, Portez-vous bien est à Toulouse, et en 2016 il y a une joueuse qui a affolé un petit peu les compteurs et qui a affolé un petit peu, vous me voyez venir, c'est Mélissa Maheu. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles? Est-ce que ça se passe bien, etc. Ça se passe très bien pour Mélissa, elle est en NCAA première division en Louisiane et donc elle carbure très fort cette saison encore avec son équipe et ils visent les World Series bien entendu. Donc c'est le titre suprême en NCAA, qui est première division. Après, elle est toujours très attachée au baseball parce qu'elle a dû s'orienter vers le softball puisque là-bas, les filles c'est très clair, les filles c'est au softball et les garçons c'est au baseball. Mais voilà, au niveau international, je pense qu'on commence à développer le baseball féminin au niveau de l'Europe et ils sont champions d'Europe en titre. Et il y a les championnats du monde de baseball féminin qui arrivent aussi. Et donc voilà, c'est toutes ces compétitions-là où Mélissa sera présente pour représenter le baseball, mais aussi le softball par l'intermédiaire de son université. Et la ville de Toulouse, bien évidemment. On parlait du recrutement tout à l'heure. Le recrutement doit être compliqué aujourd'hui avec le Covid-19, non ? Comme pour tous les sports, mais vous Oui, c'est pas simple. Là aujourd'hui, le Krebs est fermé. Hein. On a dû fermer le Krebs très récemment, donc c'est un petit peu la catastrophe pour nous dans notre planification et dans notre organisation. On a prévu le recrutement à partir du 5 mai, donc je pense qu'on est toujours en capacité de pouvoir accueillir les jeunes des pôles espoirs ou des clubs qui ont l'âge lycéen pour pouvoir se présenter au test de sélection le 5 mai à Toulouse. Et donc voilà, faire le recrutement, je pense qu'on pourra le faire, mais
c'est vrai que la planification d'entraînement et tout ce qu'on est en train de mettre en place, pendant 4 semaines, va être un petit peu compliqué. On espère pouvoir retrouver tout le monde le 26 avril. S'il y a une dérogation pour les athlètes de haut niveau, ne préparant toutefois pas les Jeux Olympiques, parce qu'aujourd'hui, seuls peuvent être dans les structures de haut niveau que ceux qui préparent les championnats d'Europe seniors ou les Jeux Olympiques. Donc ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Oui, voilà, malheureusement, l'équipe de France il reste un TQO pour le baseball, mais l'équipe de France a terminé trop loin des championnats d'Europe, donc ne peut pas se qualifier. C'est une déception de ne pas voir la France là aux Jeux Olympiques 2020. Oui, on avait peu de chance quand même, on n'était pas favoris. Toutefois, on est quand même en quart de finale contre l'Israël, qui est une équipe qui a monté en 4 ans une équipe il faut le dire, d'Américains qui ont eu un passeport israélien. Et donc derrière, ils ont réussi à se qualifier aux Jeux Olympiques. Ils nous ont battus en quart de finale et puis ils sont allés jusqu'au bout du championnat d'Europe pour gagner le titre de championnat d'Europe et donc se qualifier directement aux Jeux Olympiques. Donc ça, c'est un coup dur pour l'ensemble de l'Europe parce qu'on a d'habitude plus l'Italie ou la Hollande qui sont des nations fortes en baseball, et avec les Allemands, les Tchèques et nous, et les Espagnols. Voilà, vous avez les 5 premiers du championnat d'Europe d'habitude. Et là est arrivé Israël qui est monté progressivement de championnat en championnat, différents niveaux de championnat d'Europe, pour arriver avec la grosse armada des joueurs de Major League et de Minor League qui sont arrivés en force pendant le championnat d'Europe et qui ont pris donc cette place aux Jeux Olympiques. Nous, c'est toujours difficile, mais bon, voilà, on essaye, on se bat en tout cas. Même si l'équipe de France n'est malheureusement pas présente cet été pour les JO, il y a quand même un goût amer, non, j'imagine, pour ces JO, parce que les JO, le baseball n'est pas aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a un goût amer par rapport à ça ? Oui, bien sûr, parce que c'est un problème culturel, je pense. C'est un engouement par rapport à nos disciplines au niveau de l'Europe et en particulier de la France. Donc ça, c'est compliqué à le comprendre, mais c'est vrai qu'on n'est pas très important en France et en Europe. On a du mal à se développer, on a du mal à avoir des infrastructures dignes de ce nom, on a du mal à avoir les clubs qui se développent et forcément la culture sportive est très restreinte dans notre pays. Donc voilà, on n'a pas un volume aussi de pratiquants. Vous savez, on était à 13 000 avant le Covid, là on chute comme tout le monde. C'est compliqué, on est tout juste à 10 000, donc c'est compliqué de se développer avec aussi peu d'adhérents et d'avoir des projets de développement conséquents avec des terrains de baseball qui sont grands. Un terrain de baseball, c'est 2 terrains de foot. Oui. Donc c'est compliqué quand on est peu pratiqué et qu'il faut un terrain de grande taille. C'est pas évident. Donc la culture française, elle a du mal à s'ouvrir peut-être sur d'autres sports innovants et riches parce que les Japonais l'ont pris à bras de corps, certaines autres nations l'ont pris à bras de corps parce que ils ont été passionnés par ça. Une fois qu'on le découvre, on peut être passionné par ce sport en tout cas. C'est exactement ce que j'allais vous dire et je vous dis pas ça parce que vous êtes à l'antenne avec nous. C'est que ça m'a valu une cicatrice moi sur le menton, mais j'ai joué au baseball que je vais pas mentir, je ne connaissais absolument pas. On m'a initié une après-midi et j'ai sincèrement adoré et j'invite tous les auditeurs, portez-vous bien, essayez de juste essayer le baseball, c'est vraiment sympa. De s'y intéresser. C'est vraiment c'est tactique, on dirait pas, et le regarder est sympa aussi. Et le regarder, c'est piger les règles. L'an dernier, j'avais appris les règles et j'ai commencé à suivre. Ça fait 1 an et c'est un régal maintenant. C'est vraiment sympa et j'invite tous les auditeurs à aller regarder à la télé et pratiquer le baseball. Il y a pas de présence en Paris 2024. Quand on regarde la ville et le pays qui accueille les Jeux Olympiques en 2028, est-ce que c'est Los Angeles, ce sont les États-Unis? On peut s'attendre déjà à un retour du baseball. Est-ce que ça, c'est l'objectif, le dernier objectif? Et ce sera ma dernière question. Oui, bien sûr. Nous, c'est notre objectif. On a un objectif qui est plus court. Vous savez, juste avant le Covid, en mars 2020, on était à Tucson, aux États-Unis, pour la préparation, la qualifier à la World Baseball Classic. C'est un championnat du monde professionnel. On était à Tucson quand, du jour au lendemain, on nous a dit vous reprenez l'avion et vous repartez. Donc, on avait l'équipe qui était prête à se qualifier pour le championnat du monde professionnel. On avait vraiment une bonne équipe. Les règles de naturalisation sont un petit peu différentes, où on peut avoir des passeports des parents français et le joueur peut jouer pour l'équipe de France. Donc on avait réussi à regrouper des athlètes vraiment de très très haut niveau et donc on avait la chance de pouvoir se qualifier pour le championnat du monde. Donc on a cette compétition qui va revenir en septembre 2022 et on espère vraiment faire briller la France à ce moment-là pour parler de nous un petit peu. Et puis bien sûr Los Angeles 2028 c'est obligé que le baseball reviendra. Il y a le Dodger Stadium là-bas, c'est une vraie culture du baseball là-bas,
Voilà, si on compare, imaginez la France avec le handball et le baseball avec Los Angeles. C'est-à-dire que le maire de Los Angeles se demande pourquoi le handball est aux Jeux Olympiques. Alors que nous, on ne se pose pas la question. Nous, Donc eux, ils vont pas se poser la question pour 2028. Non, ils vont pas se poser la question pour 2028, non. Merci beaucoup Boris, et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Donc pour septembre 2022, les championnats du monde et les Jeux Olympiques en 2028 pour Los Angeles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, merci. Merci beaucoup, bon courage. Et puis nous, on peut passer au débat de la semaine. Sportez-vous bien. Le débat. Demain, la Ligue des Champions reprend du service avec les quarts de finale. Contrairement au rugby, la France compte un seul représentant. Mais quel représentant ? Le Paris Saint-Germain, dans le remake de la dernière finale contre le Bayern Munich. Pas vraiment de questions, plus une photo générale. Ma première question va être très simple, messieurs. Est-ce que, tout simplement, est-ce que le Paris Saint-Germain peut le faire ? Lucas, non. Au hasard, je me tourne vers vous. Non, pas du tout. Ils font partie des 8, donc ils peuvent, oui. Ouais, mais c'est tout. Ça s'arrête là. J'y crois pas trop. Non. Le fait qu'il n'y ait pas Lewandowski, ça change rien du tout, Lucas ? Non. Non, vous avez pas non. Déprimé par avance, non ? Je suis pas déprimé, je suis agacé, énervé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, même s'ils ont des circonstances atténuantes cette saison avec le Covid, avec comme tout le monde. Comme tout le monde, exactement. À ceci près que eux, ils ont, et on en a déjà parlé ici, sont peut-être la seule équipe d'Europe à ce niveau-là qui n'a pas pu bénéficier d'une préparation, puisque encore une fois en France on fait tout comme il faut pas, mais c'est pas le Covid qui a fait faire n'importe quoi hier à Neymar par exemple. Exactement. Ouais. Non mais voilà, bien sûr. Voilà. Donc moi j'en ai un peu ras la casquette. S'il se qualifie, tant mieux, je serais ravi, mais j'y crois vraiment pas. Il y a une équipe, il y a un club et qui veut dire quelque chose, où les gars savent pourquoi ils sont là, quoi, et il y a une équipe où tu te demandes si les joueurs jouent autre chose que pour eux. Je sais pas, c'est pas le cas de tous, hein, heureusement, mais ceux qui sont censés porter l'équipe sont à côté de la vérité du foot. Voilà. Il est très alarmiste. On le rappelle aux auditeurs, vous êtes parisien, vous êtes. Non, mais après, bien sûr. Après, s'ils font un match comme ils ont fait, je sais pas, le 8e retour contre Dortmund, et je me souviens l'avoir dit là aussi, j'avais jamais vu Neymar être aussi content d'avoir marqué un but depuis qu'il était à Paris, et même depuis longtemps. Là, il y avait une équipe, quoi, alors qu'il marque un pauvre but, tête plongeante sur corner. C'est pas un but qu'il aime marquer normalement, voilà. Mais là, il le met. S'il le joue comme ça. Et c'est possible qu'il soit aussi. C'est un des seuls matchs retour qu'ils ont joué comme ça. Exactement. On avait fait le match aller à la maison en plus. Il avait fait le match aller à la maison, c'est-à-dire. Vous étiez chez moi. C'est possible. Avec votre ami. C'est possible. Ouais, je m'en souviens parce que c'est toujours un événement quand Lucas vient chez moi. Très bien. Juste pour parler de ça et du PSG. Par rapport au PSG, et vous allez parler du PSG, le Bayern est trop fort pour le PSG ? Mais non, c'est même pas ça. C'est que je pense qu'en termes de qualité de joueur, le Paris Saint-Germain pourrait rivaliser. Le souci est juste, on le voit, c'est la gestion émotionnelle des événements avec le PSG. On parle de Dortmund, mais qu'est-ce qui s'était passé face à Dortmund ? Ils étaient dans une position où ils avaient rien à perdre, donc ils ont joué le match retour. En général, c'est-à-dire que le premier match, moi je le dis, sur le premier match face au Bayern, le PSG est capable de battre le Bayern. Sauf qu'ils sont capables de prendre une pelletée de buts au match retour parce qu'ils ne savent pas gérer ces événements-là. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais sans Navas, il y a remontada encore une fois contre Barcelone. Voilà, ils l'apprennent parce que ils savent pas gérer ces matchs-là. Il n'y a pas de cadre pour vraiment tenir. Le seul qui tient à peu près la baraque, c'est Marquinhos, sauf qu'il est tout seul, le pauvre. Heureusement. Non, si. Ouais, non, mais Kimpembe, c'est le Milou de Marquinhos. C'est-à-dire que s'il y a personne à côté de lui, effectivement, et Marquinhos à côté, il va se donner. Au niveau général, on parle d'émotion. Mais oui, voilà, c'est ça. Il est pas capable de gérer tout seul. Donc il y a Keylor Navas, Marquinhos, et ça s'arrête là. Kylian Mbappé n'est pas encore là. C'est pas des tauliers. André Herrera, par exemple, est un joueur qui. Mais c'est pas un gros cadre. Voilà, c'est ça. Mais voilà, donc le PSG. Même s'ils sont en situation favorable demain, et c'est possible sur la qualité des joueurs, et encore une fois il manque Lewandowski, et ça c'est quand même. Ça joue quand même. Hein. Ça joue là-dessus parce que c'est avec Benzema, c'est deux meilleurs. Les gars ils sont capables de switcher dans leur tête. Ils sont capables, franchement. Ouais. C'est ce qu'avait dit Leonardo. Mais on verra au match retour. Ce qui m'énerve déjà, c'est que un club de ce niveau-là, on ne demandera jamais au Bayern de switcher. Les joueurs du Bayern, ils vont à la guerre. Voilà, c'est tout. Ils n'ont pas besoin. C'est l'habitude de ce niveau-là, de cette exigence-là qu'ils n'ont pas. Et je trouve ça impardonnable.
imprenable à leur niveau. Mais c'est pas possible, quoi. Je comprends même pas comment c'est possible que dans ce club, il n'y ait pas un mec à un moment donné qui leur mette des tartes, quoi. Mais c'est pas possible. C'est vrai. Ça suffit, quoi. Mais c'est vrai que personne ne leur dit à Neymar et Mbappé. Il vient de blessure, il prend un rouge débile. Il jouera plus en Ligue 1 pratiquement jusqu'à la fin de saison. Et encore une fois, il y a une malchance aussi sur Verratti qui jouera pas parce qu'il est positif au Covid. Et là aussi, sur les matchs décisifs, Verratti est pas souvent là et c'est censé aussi être un cadre. Et ça aussi, c'est très problématique. Kevin, vous attendez quoi du match c'est mercredi, hein, oui, mercredi du Paris Saint-Germain. Vous les voyez faire un coup au match aller, juste le match aller? Le match aller, oui, sur un match, bien sûr. Hein. On l'a vu sur la finale, ils sont capables de le faire. Hein. Donc, si Mbappé, par exemple, met son occasion au final, c'est pas le même match, c'est pas la même finale. Donc, bien sûr, sur un match, tout est possible. Et puis, le Paris Saint-Germain a les qualités pour. Hein. Vous venez de parler de la finale, les joueurs. Enfin, le Bayern, ils en ont strictement rien à faire parce qu'ils l'ont gagné. Les joueurs du PSG, ils y pensent pour vous? À la finale? À la finale? J'espère pas. C'est loin quand même. J'espère pas, parce que s'ils croient qu'ils peuvent en rêver, c'est un souci. Ça veut dire qu'ils se voient trop beau. Ouais, exactement. Voilà, qu'ils se voient beaucoup trop beau. Après, c'est possible. Quand on voit Neymar et Mbappé après, les derniers temps, c'est possible. C'est qu'au moins, s'ils se mobilisent pas contre le Bayern, ils se mobiliseront jamais, quoi. C'est un match à pas rater. Le pire tirage possible en termes de qualité pour moi d'équipe. Après, c'est peut-être le meilleur pour élever le niveau, pour t'amener au bout, quoi. Au moins là, s'ils paument, mais on leur dira rien, quoi. C'est pas Porto. On parle des autres quand même parce qu'il y a le Real Madrid et Liverpool qui c'est la grosse affiche. Ça c'est demain par contre. C'est demain avec City Dortmund. Moi perso, mon gros outsider. Si je dois mettre 10 €, c'est sur Chelsea. J'allais le dire en plus. Rappelez-vous, la première émission, en plus, je les avais mis dans les favoris. Il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, mais j'ai fait au hasard un peu, mais je sais pas, je sentais bien cette équipe, quoi. Si tu me dis que tu as pu prévoir que Lampard allait se planter, quand j'avais regardé contre West Brom, faut pas déconner. Quand j'avais regardé l'équipe, l'effectif, quoi, j'avais trouvé qu'il y avait de l'enthousiasme dans cette équipe et que ça pouvait marcher. On voit que Tourelle est un bon entraîneur et que c'est le système parisien qui marche pas, d'ailleurs, là-dessus. Juste moi, il a fait les mêmes débuts à Paris, hein. Voyons voir sur la durée avant de juger un petit peu. En plus, à Chelsea, c'est le pire. La piécette pour vous, Liverpool pour aller en finale, pas pour gagner. Moi je ne parierai jamais sur un vainqueur. Vous m'entendrez jamais dire c'est eux qui vont gagner. Vous allez dire il y a des favoris, mais dans leur moitié ils peuvent prétendre à la finale. Parce que le Real Madrid n'est pas dans une grande forme et que sur un Liverpool-Chelsea, il y a l'expérience Liverpool aussi. Là aussi. Voilà, et Liverpool-Chelsea, je pense que Liverpool reste au-dessus de par son passé européen et. Ouais, puis s'ils sont tranquilles niveau blessure, Liverpool ils peuvent être très bons. Et on parle pas alors Porto-Chelsea, sans manquer de respect à ces deux clubs, c'est pas celui qui nous fait vraiment rêver, surtout que c'est en même temps que Bayern-Paris. Porto c'est vraiment l'anomalie par exemple de ces quarts, quoi. Il y en a toujours un ou deux. Je comprends toujours pas comment la Juve a fait pour pas passer. Et pour terminer en 3 phrases, parce qu'on va parler quand même de City Dortmund, il est si déséquilibré que ça ce match ou pas? Non. Normalement oui. Oui, il a l'air. Oui. Parce que Dortmund, moi sur le papier, c'est beau, mais on a l'impression que c'est déséquilibré. City est en train de tout fracasser et que Dortmund ça. Après il y a deux Dortmund. Il y a le Dortmund Ligue des Champions, il y a le Dortmund Championnat qui est catastrophique. Eux ils switchent. Voilà, Dortmund ouvre le jeu, donc c'est. Enfin, Dortmund, tu peux pas dire que quand tu. Je dis pas que c'est une équipe mauvaise et tout, mais quand tu te pointes avec Sancho et Haaland, tu peux pas dire que les gars sont pas un minimum dangereux. Non, c'est pas si déséquilibré que ça. Ça peut faire 2 fois 3-0. Hein, oui, mais bon, rendez-vous dans un mois. Les demi-finales Bayern City, Liverpool, Chelsea, ça risque d'être ça, quoi. On verra bien et on va suivre aussi on va suivre aussi surtout les performances du TFC qui joue mercredi. Alors pas en Ligue des Champions, mais ce sera à 18h. C'est pareil, c'est la nôtre. Ce sera à Saumur en 8ème de finale de la Coupe de France et on espère de tout cœur que le TFC rejoindra les quarts de finale. On pense également au Phoenix, on pense également aux Spacers qui ont terminé leur saison et on pense surtout au TO13 qui a bien commencé, qui a gagné son premier match et surtout au Stade Toulousain qui joue dimanche à 16h sur France 2 contre Clermont. Nous on se retrouve lundi prochain dans Sportez-vous bien lundi.